Je sais que je suis pas, pour prendre la comparaison de la magie, je suis pas le Harry Potter. Donc j'ai pas cette fibre entrepreneuriale. Je suis plutôt Ron Weasley qui va accompagner Harry Potter. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les entrepreneurs, donc de leur donner les outils, les bagages magiques pour qu'eux puissent aller créer cet instant de beauté. Je pense que le meilleur moyen de se constituer un réseau, c'est d'essayer de trouver comment rendre service aux personnes qu'on connaît. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Build a City for Good. Autour de la table, il y a Pell. Hello Pell. Salut. Pour rappel, vous le connaissez tous, mais il est partenaire chez Daphne et il va m'accompagner pour interviewer notre nouvel invité de ce jour, membre de notre communauté Daphne, la Daphne Police. On se concentre donc sur cette fameuse invitée. Son parcours d'excellence l'a menée à vivre des expériences pro aussi bien en Angleterre qu'en Afrique du Sud, qu'au Luxembourg ou encore en Suisse. Mais assez de suspense, je lui laisse la parole. Hello Fatou. Bonjour. Bonjour Fatou. Hello. Comment vas-tu ? Est-ce que t'es bien installée ? Très très bien, juste ce qu'il faut. De l'eau, un bon siège, l'environnement de Daphne qui donne le punch. et good vibes. Tu nous viens tout droit de Suisse ? Correct, j'arrive de Zurich, où j'habite depuis presque 8 ans. C'est la ville où j'ai le plus vécu, en fait. Et c'est un secret très bien gardé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, mais on ne sait pas. Et quelles sont les autres villes alors où tu as vécu ? Alors, dans l'ordre, je suis née au Sénégal, donc Dakar. Ensuite, je suis arrivée à Paris quand j'avais 17 ans. Ensuite, Calgary, au Canada. T'as vécu à Je Calgary ? l'avais pas celle-là. Ouais, il faisait très 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 froid, mais j'étais tellement contente de j'ai pu faire mon premier Snow Angel. Et j'ai appris à skier. J'ai vécu aussi à Londres, à Johannesburg et maintenant Zurich. Waouh, alors qu'est-ce que tu as fait à Calgary si on l'avait pas celle-là ? J'ai été en échange universitaire et comme il se trouve que c'est la ville où ils avaient organisé les Jeux Olympiques, j'ai décidé d'y aller en hiver parce que bon, pour moi c'est très exotique d'aller voir la neige. Et Johannesburg ? Johannesburg, j'y suis allée, on va dire officiellement pour raisons professionnelles, officieusement par amour, et j'y suis restée 5 ans. Je bossais en banque d'affaires et puis ensuite dans une start-up au sein des Nations Unies où on a créé une société d'assurance extraordinaire contre les catastrophes climatiques. Et puis la seule chose qui m'a fait revenir en Europe, parce que pour moi je voulais vraiment rester dans le développement, c'était de pouvoir avoir un autre impact sur le développement par la technologie. Mais avec Bootstrap ou... Alors avant Bootstrap, avec ma très grande copine Stéphanie, que je connais depuis qu'on a 17 ans, on était en prépa, en internat ensemble. On a commencé nos carrières professionnelles au sein de la crise financière 2007, 2008, 2009, et du coup la finance avait perdu son sens pour nous. Or on pensait que c'était un peu le moteur de l'économie, qui pouvait créer des emplois, rajouter de la valeur, et on a toujours réfléchi à comment faire pour rajouter de la valeur et avoir un vrai impact sur l'économie. Et donc avant Bootstrap, on a créé cette boîte qui s'appelait The Real Economy Effect, donc qui dit ce qu'on voulait faire. Pour canaliser plus d'argent vers les entrepreneurs et leur permettre de faire des choses super. Et ça, c'était une start-up financée par des tiers ou... C'était une start-up financée par le fait qu'on se payait pas. Et surtout, on a eu la chance extraordinaire d'avoir des investisseurs autour de nous qui étaient des entrepreneurs ou des familles qui avaient créé leur propre richesse et qui voulaient réinvestir cette richesse dans d'autres entrepreneurs. Et qui étaient vraiment ultra motivés malgré ce qu'ils avaient accompli, nous envoyaient des emails le dimanche soir à 22h pour être sûr qu'on finançait bien cette start-up qui faisait de l'internet 3D par exemple en 2010. C'est un peu le métaverse mais très très en avance. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé avec ces super clients qui sont encore aujourd'hui autour de nous dans notre petit écosystème. C'était super précurseur, non ? Parce que le greenwashing actuel doit un petit peu t'exaspérer. Non, je suis contente en fait qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent, même si c'est par hypocrisie, qu'en fait ils fassent des actions. Nous, par exemple, on n'est pas un fonds d'impact officiellement du tout, mais la plupart des boîtes qu'on finance, c'est des boîtes qui ont un vrai impact sur les gens, la santé, l'environnement, la manière dont on consomme.
Et donc non, je suis plutôt contente que, quelle que soit la voie par laquelle on y arrive, je ne juge pas, ça puisse pousser en fait dans ce sens-là. Ok, qui est une acculturation un peu générale sur le sujet. Et d'où te vient cette envie de participer à Build a City for Good, comme on dit chez Daphni? En fait, justement, le fait qu'on puisse faire des financements, des activités qui n'ont pas de sens, pas d'impact. Du sens pour moi, c'est la motivation. Quand on se lève le matin, on n'a pas l'impression d'aller travailler parce qu'on accomplit quelque chose. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui disent qu'ils le font, mais qui croient pas vraiment. Et en fait, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est ce qui m'a moi fait adhérer tout de suite au projet Daphni. C'est qu'en fait, vous auriez pu avoir d'autres carrières, vous auriez pu construire autre chose complètement différent, mais vous avez décidé de repartir à la base sur les fondamentaux de comment on vit entre nous, et c'est ce qui compte. Et quels sont les projets les plus emblématiques que tu as aidés, financés, qui répondent le mieux à cette problématique alors? En ce moment, on travaille sur une société qui fait de la filtration d'eau, qui est un sujet, je pense, qui est pas aussi dans l'actualité que l'énergie aujourd'hui, mais en fait, qui est pour moi aussi important. Et c'est une société qui existe depuis quasiment 12-15 ans. C'est une technologie qui va prendre du temps à émerger, qu'il faut vraiment soutenir à long terme. Et avec Bootstrap, on a continué à la soutenir même quand d'autres acteurs ont arrêté. Parce que je pense qu'il faut arriver à trouver une manière de nous garantir notre approvisionnement en eau et une eau de bonne qualité dans le futur. Donc ça, c'est un truc où on est passionné. Elle est passée plusieurs fois au bord de la mort. Mais là, ça repart très très fort et donc on s'accroche. Okay. Donc on a parlé de la raison d'être de Bootstrap, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que fait Bootstrap ? Oui, correct. Alors, Bootstrap, c'est vrai que c'est pas très connu parce qu'on fonctionne de manière assez discrète, on fait pas trop de pub. C'est un fonds d'investissement, complètement similaire au fonds de VC que tout le monde connaît. Mais la différence, c'est qu'on finance les sociétés avec de la dette plutôt qu'avec du capital action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand nous, on était investisseurs en equity, à un moment, on s'est rendu compte que on avait réussi à craquer en fait le marché. On avait de super contrats, mais en tant que start-up, les contrats à long terme n'étaient pas forcément rentables au départ, même si c'était très très sûr. Et donc on voulait se financer avec de la dette pour éviter de donner plus d'actions à d'autres investisseurs. Et ça n'existait pas beaucoup en Europe. Donc quand on a vu ce que c'était, on a décidé d'aider les entrepreneurs et leurs investisseurs à garder plus de leur capital autant que possible. Donc c'est ce qu'on fait avec Bootstrap. Et tu es une venture loaner. Une venture loaner, c'est pas mal. Au départ, on avait un avocat français qui nous avait écrit qu'on faisait du venture, V-E-N-C-H-E-R. C'est pour dire, en fait, on vient de loin. Et aujourd'hui, vous accompagnez combien de sociétés ? Aujourd'hui, on a une quinzaine de sociétés actives dans le portefeuille, un peu partout en Europe, dans des sujets très divers qui vont de la filtration d'eau dont je parlais, l'analyse génétique, les moteurs électriques, le SaaS, la vente de produits en ligne de manière éthique. C'est très très varié. Finlande, Espagne, France, Angleterre. Et les périodes de financement sont plus courtes qu'en VC, donc vous intervenez sur combien d'années généralement ? Alors on intervient sur 3-4 ans. Il faut vraiment le voir un peu comme comparé à un prêt immobilier. En fait, on va prêter un certain montant, l'entrepreneur va le rembourser tous les mois pendant la durée du prêt. En échange, nous, on va avoir des sûretés qui sont vraiment comme dans le projet immobilier. La banque prend une sûreté sur l'immeuble. Là, on va prendre une sûreté peut-être sur la propriété intellectuelle ou les actifs quand il y en a. Il y en a de moins en moins. Tout le monde est asset light. Et puis, on va aussi participer à l'upside parce qu'on finance que des sociétés où on pense qu'il y a un énorme upside en prenant des BSA. Mais sinon, on n'est pas au conseil d'administration, on s'immisce pas dans la gestion de l'entreprise, on l'accompagne vraiment sur toutes les questions financières. Mais après, on reste humble dans ce qu'on peut apporter au management, qui est cet outil financier dans leur arsenal. Et sur une échelle de 1 à 10, quelle est la maturité des entrepreneurs autour de cet outil ? Parce que finalement, aux États-Unis, c'est développé depuis très longtemps. On a le sentiment qu'en Europe, ça reste encore assez marginal, même s'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent. Quel est ton sentiment, toi qui vois des deals toute la journée, des entrepreneurs ? C'est intéressant. Souvent, les entrepreneurs à qui on parle ont peut-être vu de la venture debt une fois avant dans leur vie. Et souvent, ça va être des entrepreneurs qui avaient ceux qui connaissent.
On va dire qu'il y en a peut-être 10 à 20% qui connaissent. Ceux qui connaissent, c'est parce qu'ils avaient fait une boîte avant, avec une belle sortie, je sais pas, 1 milliard, et qui sont sortis avec 20 millions dans la poche, en s'étant fait complètement diluer. Et se disent, ma prochaine boîte, je vais mettre de la venture debt pour éviter de me faire diluer. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Les VC connaissent un peu mieux, parce que ils voient ce qui se passe sur le marché américain. Mais c'est de mieux en mieux, en fait. Je pense que la venture debt a augmenté x4 dans les 3 dernières années, en termes de sociétés qui trouvent l'outil pertinent, qui l'utilisent, qui savent l'utiliser et à qui ça sert. Et surtout, il y avait un biais, un a priori de beaucoup de sociétés qui pensaient qu'on levait de la dette uniquement parce qu'on pouvait pas lever d'equity, alors qu'en général, c'est l'inverse. C'est parce qu'on a le luxe de pouvoir lever de l'equity qu'on se dit, peut-être que je vais essayer de réfléchir de manière plus nuancée et de laisser un peu moins de mon capital sur la table. Est-ce que le coût de la dette est inférieur au coût de l'equity? La leçon de pelle du jour. Celle-là, elle n'était pas très compliquée. Et quel est le projet le plus fou que tu aies vu récemment? Le projet le plus fou... Alors, nous, on intervient quand les boîtes sont assez matures déjà. Donc, elles ont en général 5 à 7 ans d'âge. Ouais. Donc, elles sont plus folles, on va dire. Et les projets fous qu'on voit, on est obligé de les refuser le temps qu'ils arrivent à maturité. Alors, le dernier projet fou que j'ai vu, c'était une boîte qui essaie de participer à l'économie circulaire en faisant du recyclage de fibres de polyester. Donc, pour adresser le problème des microfibres et en fait, je crois l'industrie de la mode est la 2e ou 3e industrie la plus polluante au monde. Donc c'est une boîte qui est Silicon Valley, mais des fondateurs européens et qui veulent faire ce qui se passait dans le PET recyclé, mais avec les fibres de polyester. C'est un gros challenge, parce que même le PET recyclé, on n'y est pas encore. On peut revenir à tes origines et puis c'est un peu bateau, mais t'es une citoyenne du monde. T'as grandi au Sénégal. T'es marié avec un Islandais, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. T'habites à Zurich. T'as vécu dans plein de régions. Ouais. Comment tu vois le monde de demain pour nos enfants, alors? Grosse question. En fait, l'explication de mon parcours un peu partout dans le monde, c'est que quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'aller au Pérou voir le Machu Picchu. Donc, t'y es allée ou pas? Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mon deuxième rêve, c'était d'être astronaute. J'y suis pas allée. T'as SpaceX qui te... Ta vie n'est pas finie. Non, ma vie n'est pas finie. Peut-être que il y en a qui sont allés à 80 ans, donc peut-être. Et en fait, je me suis toujours vue comme justement, en voyant le monde sans limite. Donc la limite, la Terre, c'est même pas une limite. On peut aller plus loin que ça. Et je pense parce que j'avais des racines hyper solides. Donc, on parle souvent du problème des minorités en Europe. Moi, je me considère pas du tout comme une minorité parce que j'ai grandi dans la majorité. Donc, c'est un peu une ambivalence qui, je pense, est un bon principe pour voir comment évoluer dans un monde où on va tous venir de partout, on va avoir des origines et des parcours divers, et il faut pouvoir en fait avoir une identité assez claire pour pouvoir justement être ouvert aux autres et ne pas avoir de préjugés. C'est quand on a peur de l'autre et quand on est pas très sûr de soi, quand on va plutôt se tourner vers des comportements de rejet, etc. Donc, ce que je souhaite pour nos enfants et les générations futures, c'est d'avoir une culture hyper forte qui leur permet justement de se mélanger à d'autres cultures et d'offrir en fait leur force plutôt que leur faiblesse au reste de la planète. Donc, j'espère que mon fils, qui va être islandais, sénégalais, mais qui va parler le suisse-allemand, va être assez solide pour pouvoir se dire c'est pas grave, je vais aller au Japon et il y a absolument aucun problème parce que on est tous humains. Vous avez pas eu l'expression du visage de Fatou quand elle a dit que son fils allait parler suisse-allemand. Mais bon. On aimerait avoir la vidéo. Non, mais ça, il faut l'enlever. Je suis en train d'apprendre le suisse-allemand, c'est très dur. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu parlais 4-5 langues. Oui, alors l'allemand, c'est la dernière et c'est la plus difficile pour moi à apprendre. C'est vraiment très, très dur. Et donc là, t'es en Suisse et c'est quoi la prochaine étape? Tu te vois bouger encore ou? C'était plus facile de bouger quand j'avais juste 2 valises. Ouais.
Aujourd'hui, je pense que je suis en Suisse pour un moment. Mais j'adore en fait ce moment quand on arrive dans un nouvel endroit, qu'on n'a pas encore ses repères et qu'on découvre tout. Par exemple, une de mes plus belles découvertes, c'était Bangkok, où j'étais en voyage, mais toute seule. Et pour moi, je me suis sentie à la maison, dans la ville la plus étrangère possible, mais il y avait un truc qui me rattachait à chez moi. Et j'aime bien ce moment. Je pense que je vais pas le redécouvrir d'ici les 10-15 prochaines années, le temps d'offrir un peu de stabilité à mon fils. Et puis, mais je repartirai, ouais. Et alors, est-ce que tu confirmes que l'Islande est un des plus beaux pays au monde? Je confirme. J'en suis tombée amoureuse 10 ans avant d'avoir rencontré mon mari. Et il y a un magnétisme qui est difficile à expliquer. Je sais pas, l'activité volcanique, le fait que la nature soit tellement imposante par rapport à l'homme qui est minuscule, et c'est fascinant et hypnotisant. Ouais. Et alors, si on revient aux problématiques d'inclusion, quelles sont les actions que tu penses fondamentales pour permettre à tout le monde d'avoir accès à des métiers, à des expériences? Donner des exemples, je pense. Parce qu'en fait, on est très limité par notre imagination et le monde dans lequel on évolue. Donc, par exemple, moi, j'aurais jamais pensé aller faire une prépa si mes parents avaient pas déjà fait une prépa, si je connaissais pas d'autres personnes qui avaient fait une prépa avant. Et je pense qu'il faut donc aller s'exposer à des personnes qui sont complètement étrangères à notre environnement pour leur montrer que c'est possible. Et donner la chance à des personnes dont peut-être les horizons sont un peu plus fermés de rentrer dans ces environnements-là, parce que ça va leur ouvrir les horizons, mais ça va aussi permettre je donne un exemple dans le monde du VC, si on prend un jeune des cités qui vient bosser dans le monde du VC, ceux qui sont dans le VC vont aussi commencer à se poser des questions sur la manière dont eux voient le monde, qui est assez unique, et peut-être s'ouvrir à d'autres manières de voir le monde. Donc il y a des bénéfices dans les deux sens. Je pense que être conscient de nos préjugés, de nos a priori, de nos biais, c'est vraiment la première étape. Et c'est une dimension que tu intègres dans tes recrutements pour Bootstrap? Oui, alors pour Bootstrap, on a la chance de travailler avec un chasseur de tête dans la politique et la diversité. Tu peux donner le nom ou pas? Ça peut servir à tout le monde ou... Stuart, je sais plus c'est quoi le nom de sa boîte, mais on pourra peut-être le mettre dans les ressources du podcast. Il était dans un gros cabinet, il a quitté ce cabinet pour monter une boîte où en fait il va chercher des profils différents. Et si on fait pas l'effort, on voit les mêmes types de profils, mais quand on va chercher, on trouve des gens complètement différents de nos profils habituels. Donc c'est vraiment. Mais je vois que beaucoup de gens font de plus en plus cet effort d'élargir le filet. Alors on a parlé de ton mari, ton fils, on n'a pas parlé de ton associé. Stéphanie. Le duo. Ouais, le duo, avec qui on a de gros fous rires la plupart du temps. Avec Stéphanie, on se connaît, j'ai l'habitude de dire depuis qu'on est bébé. En fait, on se connaît... Depuis la prépa. Depuis la prépa, donc avant d'être devenus ce qu'on est adultes. Et je sais pas si vous avez la même expérience, mais les amitiés qu'on a très très jeunes sont très différentes de celles qu'on fait adultes, parce que avant qu'on ait mis les différentes couches de vernis par-dessus, il y a un peu le cœur nucléaire de ce qu'on est. Et ça permet d'avoir des relations beaucoup plus approfondies. Et dans le boulot, c'est très très bénéfique. On peut faire des meetings où on rencontre des entrepreneurs ou des fonds. Et en sortant du meeting, on n'a pas besoin de se dire ce qu'on a pensé de la réunion. On arrive à se parler assez facilement. Et on est très complémentaires. Stéphanie est française. Son père est de Guadeloupe et sa mère est allemande, franco-allemande. Donc aussi un beau mix. Elle habite à Londres, malheureusement pour elle. Je pense que non, Londres c'est vraiment génial. On a toutes les deux vécu justement ensemble dans une énorme maison qu'on partageait à l'époque. Ça fait la mansion où on organisait des soirées géniales. Mais une grosse partie du marché à Londres. Donc Stéphanie est partie ouvrir Londres et là-bas avec son mari qui est aussi dans la fintech. Et votre amitié, elle a jamais pâti du fait de travailler ensemble? Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on était très consciente de ce risque et qu'au début de notre histoire avec The Real Economy, on s'est posé des périodes successives de 6 mois. En gros, comme dans une relation amoureuse, on se dit, on va faire un peu de dating pendant 6 mois, mais il faut que ce soit assez long pour qu'on soit engagé dans ce processus et qu'on ne lâche pas l'affaire au premier problème. Mais si dans 6 mois, on se rend compte que la relation business endommage la relation d'amitié, on arrête le business parce que l'amitié est plus importante.
Et au bout du 2e essai, on s'est dit bon, c'est bon, on peut arrêter le dating et on se marie et voilà. Et on est associés donc depuis 2011. En fait, on s'est quasiment jamais quittés, sauf quand moi j'étais en Afrique du Sud et elle en Suisse. Ok. Et si on revient un peu sur ton parcours quand tu étais adolescente, donc tu es arrivée à Paris pour la prépa quand tu avais 18 ans, c'est ça? Et ensuite tu es rentrée à HEC? Oui. Donc je suis arrivée quand j'avais 17 ans. Ce qui était génial, première fois en France, toute seule, j'étais tellement contente de partir. Et c'était 2 années extraordinaires en prépa. Donc et je pense que on a gardé toutes nos relations de l'époque. Et HEC était une super école en termes de je pense que le bénéfice était de sortir de là en n'ayant peur de rien. Et en se disant, on peut tout entreprendre. Et j'espère que le système scolaire académique donne cette force à tous les gens qui passent dedans. En se disant, c'est pas grave, j'ai les outils intellectuels pour me sortir de n'importe quelle situation et je retomberai sur mes pieds. Je pense que c'est ça qui nous a permis de prendre des risques. Et en sortant de là, j'avais comme but de faire une carrière en banque d'affaires. Je me voyais déjà managing director et de passer ma vie dedans. Mes 2 parents sont profs, tous les 2 d'université. Mon père est prof de philo, donc c'est vraiment dans le domaine de la théorie pure. Ma mère de littérature, très très beau, mais en fait rien de lié à l'économie. Et donc j'ai jamais vu l'entrepreneuriat comme une possibilité dans mon parcours professionnel. Seulement j'avais un ami qui était très inspiré, très entrepreneurial. Je pensais qu'il était complètement fou de prendre autant de risques. Et ce qui était magnifique, c'est qu'à chaque fois que je le voyais, il avait une idée. Il me disait, Fatou, je pense qu'il faut que ce soit de telle manière, on va construire ce truc-là. Et dans 1 mois, voilà comment ça va être. Et dans 1 mois, on arrivait et ça existait, c'était tangible. Il y avait des gens autour, il y avait du trafic, il y avait une création en fait. Et moi, c'est cette magie qui m'a fait tomber dans la soupe en fait, d'essayer de financer l'entrepreneuriat. Je sais que je suis pas, pour prendre la comparaison de la magie, je suis pas le Harry Potter. Donc, j'ai pas cette fibre entrepreneuriale. Je suis plutôt Ron Weasley qui va accompagner Harry Potter. Une belle image. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les entrepreneurs. Donc, de leur donner les outils, les bagages magiques pour que eux puissent aller créer cet instant de beauté. Ouais. Bootstrap, c'est un projet entrepreneurial, au fond. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un projet entrepreneurial et moi, je le vois pas comme la même prise de risque que les entreprises qu'on finance. Même si c'est vrai que ça a été le cas. Et ça revient à ma citation préférée. They didn't know it was impossible, so they went and did it. Et pour nous, ça a jamais été ce que je vois par exemple les entrepreneurs faire. Ça a toujours été une évidence de se dire bon oui, on va prendre le risque, on va mettre ça en place. Si ça marche pas, on trouvera autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'on reste très entrepreneurial dans la manière dont on fonctionne. Et t'as jamais été tenté de devenir ce Harry du coup, de passer de l'autre côté, de plus être Ron? Non, je pense que Bootstrap c'est pas mal pour le moment. On verra après. C'est-à-dire que c'est ce qui me garde éveillée la nuit, c'est la boîte, les gens qu'on a dans l'équipe qui sont géniaux tous. Donc je vois ce côté. On est une dizaine. Okay. Et vous gérez? On a au total environ 250 millions d'euros. D'accord. Et moi, j'avais une question que je ne retrouve plus, donc ça faudra le couper. On coupera. Ou on laissera. Et qui était plutôt bien pourtant. Allez-y, je sais plus ce que je voulais dire. On a fait pas mal le tour de ta vie finalement, de ta vie, de ton œuvre, comme tu dis, Pelle. Je sais pas quelle a été ton expérience préférée à l'étranger, pour nos auditeurs qui aiment bien voyager. Ok, c'est cliché, mais Bali. C'était un voyage, t'as pas vécu à Bali? J'ai pas vécu à Bali. Okay. Mais j'ai une de mes très très bonnes amies qui est indonésienne et donc qui avait une maison à Bali et donc j'ai visité avec quelqu'un qui était du pays en me disant tout le monde dit que c'est génial, c'est magique, c'est du blabla et en fait quand on y va, on peut pas s'empêcher d'être pris par cette magie et cette spiritualité qui est dans l'île. Donc ça c'était vraiment un voyage où j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et je change complètement de sujet, mais tu es probablement une des VC investisseuses européennes qui a le réseau le plus fourni d'un point de vue pan-européen. Comment tu as fait pour constituer ce réseau, pour expliquer aux plus jeunes qui rejoignent des équipes comme les nôtres comment ils peuvent faire pour
avoir cette profondeur de réseau qui est hyper importante, notamment pour sourcer des bons deals et être identifié dans l'écosystème. Parce qu'en fait, on s'est connus à Slush, et je pense que Slush, tu connais à peu près tout le monde. Donc, comme il y a entre 5000 et 10 000 un beau participants par an. Je connais pas les 5000 personnes de Slush, mais en fait, je pense que la meilleure manière de... À l'époque où on y allait, à la grande époque où il y avait encore peu de monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils ont resserré maintenant, c'est un peu mieux. Je pense que le meilleur moyen de se constituer un réseau, c'est d'essayer de trouver comment rendre service aux personnes qu'on connaît. Quand un entrepreneur me dit alors j'ai ce souci, on a besoin de trouver quelqu'un qui connaît, qui a été B2B vendeur en B2B SaaS pour les grands comptes, etc. L'effort de recherche de trouver cette personne qui va lui rendre service fait qu'on va rencontrer d'autres personnes sur le chemin avec des connaissances annexes ou pas, mais en fait ça élargit le réseau de manière concrète et avec en fait, c'est avec du contenu. Alors pour ce que tu dis, c'est l'altruisme qui permet de bâtir ce réseau hyper profond. Correct. Et je pense que il faut donner avant de vouloir recevoir, parce que souvent les gens veulent construire un réseau en se disant qu'est-ce que ça va m'apporter, mais j'ai juste remarqué que plus on essaie de le faire pour le compte d'autres, déjà je suis beaucoup plus motivée à trouver des ressources pour les autres que pour moi, et après vice versa, c'est beaucoup plus nourri. Et sur le même sujet, tu me parlais tout à l'heure de ton combat qui était un peu d'aider les jeunes à s'insérer en Europe. Tu peux nous en dire deux mots? Ça revient en fait que quand j'étais au lycée, mon rêve c'était d'aller travailler chez Standard & Poor's en Sovereign Credit. Truc complètement à l'ouest. Parce que j'avais rencontré quelqu'un lors d'un événement professionnel pour des lycéens qui me disait qu'il travaillait dans ça et que du coup, il pouvait aller dans n'importe quel pays, rencontrer les dirigeants pour comprendre le contexte politique, le contexte économique, social, etc. Et je savais même pas que ça existait comme métier. Donc, c'est par ça que j'ai commencé et que finalement, je suis arrivée à l'entrepreneuriat. Et si j'avais pas rencontré cette personne, je serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait... ce sur quoi je me concentre en ce moment, et je pense que dans le temps limité que j'ai, je peux apporter une valeur, c'est de montrer aux jeunes, notamment le passage du lycée aux études supérieures et ensuite à la vie professionnelle, les différents horizons possibles auxquels ils auraient jamais pensé et dans lesquels ils pourraient être excellents. Et donc de les mettre en rapport avec des professionnels, des gens qui pensent complètement inaccessibles, ils n'arrivent même pas à envisager ou imaginer comment ils mènent leur activité professionnelle. Et souvent de là, ça leur ouvre énormément l'esprit. Aujourd'hui, l'information est beaucoup plus accessible, donc c'est un peu moins une problématique, mais ça reste hallucinant le nombre de gens qui ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire et le potentiel qu'ils ont. Et donc concrètement, tu es intervenante dans des formations? Concrètement, je suis intervenante au sein d'associations. Okay. Au Sénégal, on avait un réseau en gros des étudiants en grandes écoles pour leur dire il y a les grandes écoles, ça existe, allez-y parce que ça va vous permettre d'avoir accès à des opportunités incroyables. Ensuite, quand vous êtes en grande école, voilà les métiers que vous pouvez faire, comment obtenir des stages, parce qu'il y a un phénomène moi qui m'a touché rétrospectivement, c'est que quand on était à HEC, les dernières personnes à avoir trouvé des stages, c'était moi, Stéphanie, une autre copine qui venait de Guyane. Enfin, on n'avait pas le réseau pour trouver les stages. Et donc il y a vraiment, même en ayant un diplôme HEC. Okay. Et donc je pense que c'est ce petit push là qu'il faut que j'arrive à donner. Pareil, je suis impliquée au sein d'un réseau en Finlande, avec le gouvernement finlandais. T'es partout. Qui veut, grâce à un ami gambien, donc, qui en fait cherche à ouvrir les marchés européens aux entreprises africaines. Et donc, on se réunit tous les mois, on trouve des entreprises africaines qui aimeraient faire venir leurs produits en Europe, de manière complètement commerciale, c'est pas subventionné, c'est pas du tout une offre de bienfaisance, mais juste d'avoir les accès, les contacts et les opportunités commerciales. Bravo et merci pour ce que tu fais pour eux. J'espère que ça peut aider un tout petit peu. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? Pas spécialement. On a tout vu ou pas? Ouais, non, on a tout vu. On a des petites questions de la fin. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bootstrap? De belles rencontres. Toujours plus de rencontres. Toujours plus de rencontres, parce que c'est vrai qu'avec Covid, c'est un peu plus limité. Et ce que j'aime bien, c'est rencontrer des gens et puis apprendre de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit? Quelqu'un. Mon fils de 2 ans qui arrive toujours pas à faire ses nuits.
À 2 ans? Ouais. Ah ouais. C'est hallucinant, non? Va falloir trouver une solution, là. Ouais. Je peux pas t'aider. Moi, je vais t'aider. Moi, j'ai fait jusqu'à 12 mois et puis après, je vais te donner le tips qui lui a permis de dormir à 12 mois. On en parle après parce que ça va aller tous les podcasts du monde. C'est un secret. En 2 mots, il faut expliquer à son enfant la raison pour laquelle il faut qu'il dorme. Ah, il faut le traiter comme une personne. Exactement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a marché. Ok. Ça va peut-être changer ta vie, là. Oh mon Dieu, ce soir. Très bien fait de venir. Oh ouais. Et Ton rêve le plus fou, c'est ça, hein? Ouais. Tu nous as parlé de tes rêves d'astronaute, peut-être que tu en as d'autres. Développer l'Afrique. Je sais pas si vous avez vu, il y a une série de coups d'État en Afrique en ce moment. Ouais. Et on dirait qu'on retourne dans les années 80-90 en fait, où la démocratie recule. C'est l'Afrique de l'Ouest en particulier. Ma mère est du Burkina. Ça s'est passé avant-hier, il y a 2 jours. Et le Sénégal a jamais eu de coup d'État encore, mais c'est impossible qu'avec toute la région qui s'enflamme, on soit pas touché. Donc c'est ma plus grande terreur en ce moment que. Voilà. Et pour finir sur une note un peu positive, est-ce que tu as un restaurant à nous conseiller, que ce soit en Islande, en Suisse, en Afrique du Sud, au Sénégal? On adore les bonnes adresses chez Daphni, on adore manger. Ok, c'est à Lisbonne. C'est un resto qui s'appelle Cervejeria Ramiro. Ok. Et à chaque fois que je vais au Sénégal, j'essaie de passer par Lisbonne avec l'espoir fou que TAP Portugal annule mon vol. Ma correspondance, c'est que je sois bloquée à Lisbonne pour pouvoir y aller. Mais ils servent quoi dans ce restaurant? Des fruits de mer. Ok, du poisson et des fruits de mer. C'est dingue que ça, que t'as envie de rater ton avis. Et c'est j'arrive à mon mari de rater sa correspondance et de me dire j'ai raté la correspondance, demain je vais à Cervejeria. C'est hyper drôle. Okay. C'est que du poisson frais, des crustacés frais, et ils les font griller, c'est genre top. Ok, on a noté. Merci beaucoup, Fatou. De rien. Merci, Fatou. Merci à très vous. Vite et merci, super, merci. À bientôt.